21 octobre 2025. Au moment où 3I Atlas atteint son pic de chaleur solaire, alors que les secrets de notre troisième visiteur interstellaire connu devraient enfin être révélés, la Terre devient aveugle. Pendant 6 semaines critiques, tous les télescopes deviennent inutilisables sous l'éblouissement du Soleil. Ce n'est pas seulement le cauchemar des astronomes. Cette fenêtre d'occultation serait la protection idéale pour quiconque voudrait changer de cap sans être vu. Mais juste avant le début du compte à rebours, avant le changement de trajectoire de 3I et Atlas, une onde de choc a frappé le monde scientifique. James Webb a mesuré un rapport dioxyde de carbone haut 8 fois supérieur à celui de toute comète jamais observée. Les survols de Mars ont révélé une asymétrie persistante et les cartes du nickel du KEK ont révélé une chimie inexistante. Que ne voyons-nous pas pendant que le ciel s'assombrit? Et qu'est-ce qui décidera si cette histoire se terminera en décembre avec des observations cométaires de routine ou une réécriture fondamentale de tout ce que nous savons? L'éblouissement solaire est absolu. Lorsque 3I Atlas passe derrière le Soleil depuis la Terre, chaque instrument optique infrarouge ou radar se heurte à un mur épais de près de 1,6 million de kilomètres. Le 21 octobre, la géométrie se stabilise. Nouvelle lune conjonction supérieure et le passage au plus près du Soleil de l'objet sont à seulement 8 jours. Pendant 6 semaines, le ciel est inaccessible. Il ne s'agit pas d'un problème technique ni d'un retard bureaucratique, mais de physique. Le disque solaire engloutit la ligne de visée. Même les télescopes les plus sensibles réglés pour capter les faibles signatures des confins du système solaire ne peuvent percer ce type de rayonnement. Ni en lumière visible, ni en radio, ni même avec les images thermiques les plus avancées. Le blackout est total. Ici, les chiffres comptent. Lors de la conjonction, la distance entre 3I et le Soleil, vu de la Terre, chute sous 1 degré. Cela représente moins de 2 diamètres solaires. Le signal de l'objet déjà faible est noyé dans la couronne solaire, une mer de plasma plus chaude que le million de degrés. La zone d'éblouissement s'étend sur 1,555 km. Tenter d'observer à travers elle revient à repérer une bougie derrière un projecteur depuis l'extrémité d'un terrain de football. Même le radar, qui peut parfois détecter des objets proches du Soleil, perd sa cohérence dans ce mélange de particules chargées et de chaos magnétique. Les planificateurs de mission connaissent le calendrier par cœur. Le 21 octobre, début de la panne d'électricité. Le 29 octobre, périhélie. Réchauffement solaire maximal, le moment où les secrets d'une comète se révèlent généralement sous forme de gaz et de poussière. Mais cette fois, la Terre est aveugle précisément au moment où l'objet est le plus vulnérable, le plus susceptible de révéler sa véritable nature. Pas d'image directe, pas de spectre, pas même une trace de lumière solaire réfléchie. Pendant 6 semaines, la seule chose qui émane de 3I Atlas est le silence. Pourquoi est-ce important? Tout changement dégazage, fragmentation, voire correction de trajectoire se produirait hors de vue. Le timing est non seulement inopportun, mais constitue également une couverture parfaite. Si quelque chose voulait modifier sa trajectoire sans être détecté, c'est la fenêtre d'opportunité. La panne d'électricité n'est pas seulement une lacune observationnelle, c'est une mise à l'épreuve de la confiance en la physique, dans les modèles, dans les limites de ce que la lumière peut nous révéler. Lorsque l'objet réapparaîtra enfin en décembre, chaque prédiction, chaque théorie, chaque pari fait durant cet intervalle aveugle sera mise à l'épreuve. D'ici là, le compte à rebours est lancé et le ciel reste sombre. Les reçus comptent. Avant la panne d'électricité, tous les grands observatoires se sont empressés de déterminer ce qui rendait 3I Atlas si étrange.
Le télescope spatial James Webb, sollicité en urgence par le Dr Melissa Jiang, a capturé l'objet le 8 septembre. Son spectre infrarouge a provoqué un choc. Le rapport dioxyde de carbone, vapeur d'eau, était de 8 pour 1. Ce n'est pas une erreur de frappe. Dans les comètes normales, l'eau domine. Ici, le rapport est inversé et même plus avec une valeur aberrante de 6 écarts type. Le JWST a signalé une forte concentration de dioxyde de carbone, une concentration modérée de monoxyde de carbone et des traces de sulfure de carbonyle. Les rapports isotopiques semblaient solaires, mais rien d'autre dans la chimie ne correspondait aux prévisions. Les journaux de discussion interne de la NASA montrent à quel point ces données ont failli être mises sous embargo. L'équipe de Jiang a avancé que manquer le pic de réchauffement solaire laisserait le domaine dans l'ignorance peut-être pour toujours. Pendant ce temps, l'observatoire japonais KEK a cartographié la chevelure en août et septembre. Les raies du nickel brillaient intensément, tandis que celles du fer étaient à peine visibles. Le dégazage n'était pas aléatoire. Gaz et poussière se sont dirigés vers le Soleil, formant un panache étroit et asymétrique. Les évaluateurs ont hésité, craignant que l'anomalie du nickel ne soit un mirage ou une erreur d'étalonnage. Mais le pipeline de réduction a tenu bon. Aucun artefact, aucune image fantôme de l'instrument. Le nickel était bien réel, le fer manquait, et la géométrie était bancale. La chevelure s'étendait sur près de 60 km sur les images à bande étroite. Les taux de perte de masse atteignaient environ 150 kg par seconde. La production d'eau n'atteignait que 40 kg par seconde. Un autre indice suggère que la chimie de cet objet et de son moteur présente des anomalies. Les images prises par Hubble le 2 juillet ont confirmé ce que les télescopes terrestres supposaient une chevelure large, lisse et en forme de larme rare, même parmi les comètes du système solaire. Pas de jets nets, pas de bords irréguliers, juste une lueur constante et enveloppante. Le noyau lui-même est resté caché, mais l'analyse des courbes de lumière des images prises avant la découverte par l'observatoire Rubin le 21 juin a permis aux équipes d'en estimer la taille. 5 à 6 km de diamètre, il tourne lentement, presque imperceptiblement. Pas de variation brusque de luminosité, pas de rotation rapide, juste un grand voyageur froid et silencieux. Le 3 octobre, les sondes martiennes ont pris le relais. Mars Express de l'ESA et l'orbiteur Trace Gas Orbiter, dirigé par l'équipe Cassis de Nicholas Thomas, ont détecté l'objet alors qu'il passait à 0,19 unités astronomiques de Mars. La chevelure était faible mais active, dégazant régulièrement vers le Soleil. Les images et les spectres ont montré une activité solaire persistante jusqu'à la panne de courant. Les rapports internes de l'ESA font état d'un débat houleux sur la date de publication des données, mais la transparence a prévalu. La confirmation publique est tombée le 8 octobre. La géométrie de l'écoulement. La chimie, la lumière, tout indiquait un objet qui échappait aux règles habituelles. Chaque ensemble de données constitue une référence. Le dioxyde de carbone submerge l'eau, le nickel surpasse le fer. La chevelure est lisse, orientée vers le Soleil et stable. Son noyau est volumineux, lent et silencieux. Les données du survol de Mars confirment que cette activité est bien réelle et non due à l'atmosphère terrestre ou au logiciel du télescope. Voici les empreintes digitales à surveiller. Lorsque l'objet réapparaîtra en décembre, tout changement, tout écart par rapport à ces données sera révélateur. 3 objets interstellaires. Voilà pour le catalogue complet. Parmi les milliards de roches et de boules de glace qui dérivent à travers la galaxie, seuls 3 ont franchi le seuil du Soleil sous les yeux des humains. La première, Oumuamua, a percuté le Soleil à un angle prononcé sans même effleurer une planète.
Borisov, le deuxième, a survolé rapidement l'écliptique. Il est maintenant 3. I/Atlas arrive sur une trajectoire qui semble presque programmée à seulement 5 degrés du plan principal du système solaire, sillonnant les voies planétaires, comme s'il était à sa place ici. Les chances d'un tel alignement. Environ 1 sur 20 zéros. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas le genre de chiffre qu'on voit par hasard tous les jours. Voici comment ces probabilités se répartissent. La plupart des objets interstellaires devraient en arriver selon des angles aléatoires dispersés dans le ciel. L'écliptique, cette zone plane en forme de disque où orbitent les planètes, est une bande étroite. Seule une partie de l'espace s'y rattache. Pour qu'un visiteur interstellaire puisse se glisser sur ce plan, et avec une inclinaison aussi faible, il faut plus qu'un simple coup de dé cosmique. Cela suscite des interrogations, mais pas d'inquiétude. Du moins, pas encore. Les astronomes mettent en garde contre une lecture excessive d'un seul cas. Avec seulement 3 ISO enregistrés, chaque nouvelle arrivée apparaît comme une exception. Les statistiques sur les petits échantillons sont trompeuses. Si les 12 prochaines comètes interstellaires présentent des alignements similaires, alors la situation changera. Pour l'instant, il s'agit d'une erreur statistique, pas d'une conspiration. La trajectoire n'est pas seulement une question d'angle. La trajectoire, 3 suivie par I/Atlas, l'amène à portée de plusieurs planètes. Mars en octobre, Vénus en novembre, Jupiter au printemps prochain. Chaque passage rapproché offre à la gravité l'occasion d'influencer, de modifier l'orbite et de révéler tout écart par rapport aux prédictions. C'est pourquoi l'astrométrie pré-blackout est si importante. Chaque point de données, chaque position enregistrée par Reuben Hubble et Mars Express établit une référence. Lorsque l'objet réapparaît après une conjonction, même la plus petite différence de quelques secondes d'arc pourrait signifier un changement. Peut-être un jet de gaz, peut-être un fragment détaché, ou comme certains le spéculent, quelque chose de moins naturel. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, les mathématiques appellent à la prudence. Le système solaire est un lieu animé et l'écliptique est une autoroute naturelle. Même les événements rares se produisent avec suffisamment de temps et d'objets. Ce qui compte n'est pas seulement la rareté, mais la pérennité de la trajectoire. La réapparition de décembre devient l'arbitre. Si l'orbite correspond à toutes les prédictions, la trajectoire improbable devient un simple point de données parmi d'autres. Dans le cas contraire, la recherche d'explications commence sérieusement. En attendant, les chiffres retiennent leur souffle, attendant la prochaine étape. Le ciel d'octobre était tout sauf calme. Les physiciens solaires ont observé une poussée d'activité due à 3 éjections de masse coronale CME lancées depuis le Soleil en octobre. Pendant ce temps, le monde observait les aurores boréales s'étendre loin au sud des rideaux verts, sur le Kansas des lueurs roses en France. En ligne, les théories se sont multipliées aussi vite que les indices géomagnétiques. Certains ont affirmé que la surtension avait déclenché des tremblements de terre, tandis que d'autres insistaient sur le fait que la panne d'électricité autour de 3I Atlas n'était pas accidentelle. Mais les bulletins professionnels ont adopté une position ferme. La véritable panne était géométrique, une question d'alignement, et non une défaillance matérielle ou une conspiration solaire. C'est l'éclat du Soleil et non ses éruptions qui a scellé la fenêtre d'observation. Malgré tout, la chronologie a alimenté les spéculations. Isabelle Ruiz, une cométeuse amateur madrilène, a publié son décompte d'17 comètes vertes d'un coup. Son fil de discussion, devenu viral, agrémenté de photos spectaculaires d'aurores boréales et d'une liste de toutes les comètes actives, a déclenché une ruée vers la modération sur les forums d'astronomie. Le décompte réel, 4 comètes. Vers vif, Lemon Swan K, Un et 3I Atlas étaient spectaculaires, mais pas sans précédent.
Les experts ont expliqué que ce regroupement était une astuce de l'ère Rubin. Grâce aux observations nocturnes de l'observatoire Vera-Rubin, des comètes faibles autrefois invisibles apparaissent désormais en masse. Biais de détection pas chorégraphie cosmique. L'enthousiasme de Ruiz ne s'arrêta pas là. Elle remarqua une faible lueur dans la traînée de l'Atlas des Trois Yeux sur des images amateurs, peut-être un fragment, peut-être un compagnon. Les professionnels ont appelé à la prudence. Sans confirmation astrométrique, toute allégation de fragments ou de tampons artificiels reste une simple affirmation. Le Minor Planet Center et le JPL ont enregistré tous les rapports crédibles, préservant ainsi la piste pour la fenêtre d'imagerie de décembre. Ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque l'objet réapparaîtra de derrière le Soleil, que la question du fragment sera résolue. Le pic météorologique spatial d'octobre a ajouté du bruit à des modèles déjà complexes. Les conditions du vent solaire changeaient d'heure en heure, compliquant les prévisions concernant le comportement de la poussière et du gaz autour de l'objet. Mais pas de panne d'instruments, pas de coupure de données, pas de perte de contrôle soudaine. Juste le va-et-vient incessant des particules chargées, le chaos habituel du maximum solaire. Pour les modélisateurs, chaque éjection coronale de masse CME et chaque ondulation géomagnétique devenait une variable supplémentaire à prendre en compte. Une autre source d'incertitude pour le test critique de décembre. En fin de compte, la surtension était réelle, mais n'en était pas la cause. La panne d'électricité était due à la mécanique céleste, l'excitation de la foule, les publications virales, les rumeurs, tout cela fait partie de l'histoire. Mais la science tient bon. Le véritable test attend que le ciel s'éclaircisse, que de nouvelles données brisent le silence. Avi Loeb appelle cela le scénario Solar Oberth. Imaginez Troie et Atlas comme plus qu'une simple comète, une sonde capable de brûler ses moteurs au périhélie, utilisant la gravité solaire pour changer de trajectoire. Si cela est vrai, la manœuvre se produirait dans l'obscurité la plus totale, cachée derrière le Soleil, juste à l'abri des regards de la Terre. La seule preuve viendrait d'une déviation soudaine et mesurable de la trajectoire de l'objet lors de sa réapparition en décembre. Le test était d'une simplicité déconcertante. Tous les grands observatoires Rubin-Hubble, JWST et les réseaux terrestres suivront la position de l'objet avec une précision de 10 millisecondes d'arc. C'est l'épaisseur d'une pièce de monnaie vue à 1000 km de distance. Si Troie et Atlas suivent son orbite prévue, l'histoire se terminera avec la physique habituelle. Une comète bruyante et exotique, rien de plus. Mais si la trajectoire saute ne serait-ce que de 100 millisecondes d'arc, soit l'équivalent d'une variation de vitesse de 10 mètres par seconde, les modèles cométaires ne peuvent l'expliquer. Le dégazage habituellement responsable est trop faible et trop lent. Seule une force soudaine et délibérée pourrait corroborer les données. Les astronomes conventionnels sont prudents. Ils soulignent le chaos de l'activité cométaire, les jets violents et la perte de masse inégale qui peuvent faire dévier un noyau de sa trajectoire. Mais la précision de ce test laisse peu de place à l'ambiguïté. Décembre devient binaire. Soit les chiffres concordent, soit un événement inattendu s'est produit. L'hypothèse de l'aube repose sur ce fil du rasoir. C'est l'astrométrie et non la spéculation qui décidera du résultat. Chaque pixel, chaque horodatage, chaque seconde d'arc compte. Le compte à rebours ne se limite pas à une réapparition, mais à un verdict. L'Observatoire Rubin révise les probabilités. Avant la cadence des relevés, les objets interstellaires étaient des événements rares, un tous les 2 ou 3 ans, voire moins. Aujourd'hui, grâce au balayage nocturne et aux pipelines automatisés, les attentes passent de l'anecdote à l'archive. Des dizaines d'objets interstellaires par an.
Passe un filet d'eau, un déluge. Chaque nouvelle arrivée enregistrée avec précision, couleur et mouvement constitue un ensemble de données qui transforme les valeurs aberrantes en statistiques. La prochaine fois qu'un visiteur hyperbolique traversera l'écliptique, ce ne sera pas un simple titre. Ce sera une donnée parmi tant d'autres vérifiées par rapport à un catalogue en constante évolution. C'est l'avenir de la science des objets interstellaires. Chaque orbite, chaque taux de dégazage, chaque trace de fragment sont mesurés, comparés et empilés. Des schémas autrefois suspects, comme des entrées à faible inclinaison ou des passages planétaires rapprochés, deviennent vérifiables et non plus seulement sujets à débat. Il en va de même pour la chimie. Rapport de dioxyde de carbone. Six Sigma. Comets riche en nickel, lueur en forme de larme. Avec suffisamment d'échantillons, la frontière entre rare et routinier s'affine. La discipline passe des études de cas à l'analyse de population. La portée de Rubin ne se limite pas aux chiffres, mais à la synchronisation. La détection précoce permet aux équipements spatiaux de disposer de plus de temps pour détecter l'activité avant et après le réchauffement solaire. Les campagnes coordonnées, les orbiteurs martiens Hubble, James Webb, le télescope spatial et les réseaux terrestres peuvent désormais pivoter plus rapidement, suivre davantage d'objets et combler les lacunes laissées par la géométrie ou la météo. Ce qui était autrefois une ruée devient un système, le mystère de l'Atlas. 3I, qu'il s'agisse d'une anomalie ou d'un nouvel archétype, s'inscrit déjà dans un changement plus vaste. Les vannes sont ouvertes. Le prochain verdict ne sera pas le dernier. La réémergence de décembre permettra de vérifier si son orbite correspond aux prédictions ou présente des variations inexpliquées. Si la trajectoire se confirme, elle suggère une comète naturelle, quoique inhabituelle. Tout écart pourrait exiger de nouvelles explications et un suivi urgent. Alors que des études comme Vera Rubin se préparent à détecter des dizaines de visiteurs interstellaires chaque année, la panne d'électricité actuelle souligne à la fois nos avancées et nos limites. Pour l'instant, 3I Atlas représente un cas concret défini par des preuves tangibles des questions ouvertes et la promesse de réponses à portée de main.